à ce qu'on appelle les sociétés multinationales. Parce que multinational, c'est pas seulement étranger dans le pays où nous sommes, c'est étranger dans plusieurs pays en même temps. Ce qui veut dire que quand ils sont mal pris à une place, pendant un bon bout de temps, ils peuvent toujours essayer de se reprendre ailleurs. Et ça leur permet, plus facilement qu'à d'autres, de marcher sur la tête du monde puis d'éterniser les conflits quand ça fait leur affaire. Après 3 campagnes de recrutement, le syndicat était syndiqué finalement. On a réussi. Mais comme bien des premiers contrats, surtout une compagnie comme eux autres, puis des syndiqués sans expérience comme les gens de Pratt & Whitney, le premier contrat s'est réglé vite. Le deuxième contrat était en 1967 et ils sont tombés en grève. Et la compagnie a obtenu des injonctions puis tout ça, puis il y a par d'assage. Mais les gens n'étaient pas préparés pour cette grève-là. Puis ils ont fait recours à des scabs et toutes sortes de choses. Puis on s'était foiré, on a retourné au travail après quelques semaines. Donc le local était en état de complète démoralisation, mais en 1967, parce qu'on s'attendait à une grève dans l'automobile à grandeur de l'Amérique du Nord, puis cette année, c'était Ford qui était pris comme objectif. On avait imposé une double cotisation. Alors, tu peux imaginer, les gars, pas trop d'éducation syndicale, une compagnie qui ne lâchait pas, une grève qui s'effoire. Ils rentraient, alors ils ne comprenaient rien, puis il y avait beaucoup d'amertume. Et puis là, par-dessus la chose de doubler les cotisations, même si c'était temporaire. Alors le local a refusé de le payer, puis il était en tutelle. C'est là que j'ai connu Jean-Marie Gontier. Effectivement, même si on avait une tutelle, on les laissait élire les officiers. On n'a pas imposé des officiers. Alors j'ai travaillé avec eux, puis on a commencé à construire tranquillement, pas vite. En 1970, la première offre de la compagnie, on s'en va une salle. Le monde, on veut voter, on veut voter. Ils ne voulaient même pas voir leur président du comité syndical faire le rapport. Ils voulaient voter. Ils ont voté, puis ils ont accepté le contrat. Ils ne voulaient rien savoir. Puis là, on a commencé d'avoir des gens avec des qualités de leadership, puis des qualités de combattants. Puis, alors, on commençait des cours sur le syndicalisme, sur la structure syndicale, sur le rôle des délégués, sur tout ça. En 1973, la compagnie a fait une erreur. Au début de l'année, ils ont changé les horaires des équipes sans consultation. Et puis, ça a créé tellement de remous qu'on avait un mouvement de grève sur les bras, grève illégale, parce que le contrat expirait à la fin de 1973. Mais la compagnie a fait cette gaffe-là. Et puis, on s'est mobilisé. Déjà, l'équipe de nuit avait dressé des piquetages sur l'usine, mais la compagnie dit, OK, on retire notre geste jusqu'aux négociations. Mais quand même, ça a créé un mouvement. Et ça bouillonnait, puis ça bouillonnait tout le long de l'année. Alors, quand on est arrivé à la vraie période de négociation, nos demandes étaient tellement simples par les standards d'aujourd'hui. On voulait la formule RAND, qui existait dans toutes les usines aérospatiales au Canada, même McGill à l'époque, dans leur école de relations de travail, avait fait une recherche. Il y avait juste 8% des contrats au Québec qui n'avaient pas
la Formule Rand. On demandait ça, on demandait le droit d'avoir un mot à dire dans les changements de corps. On n'était pas très féroce sur les salaires, que je me rappelle. Et puis, une couple d'autres. On avait 5 points. Donc, la compagnie a fait une offre la fin de Noël, juste avant Noël. Et puis, les membres l'ont rejeté. Là, il était pépé, premier, puis il veut, parce qu'il vivait dans l'usine, les travailleurs, les gars qui voulaient signer des cartes, tu sais, sans Formule Rand, tu fais le recrutement. Si un gars se fâchait, il déchirait sa carte, puis il n'était plus membre, puis il fallait aller dans les toilettes, puis même les contremaîtres espionnaient dans les toilettes pour être sûr qu'on ne signait pas des cartes dans les toilettes. Alors, on avait tout ça en même temps, puis il y a eu beaucoup d'erreurs par la compagnie de stratégie. Il y avait des manifestations dans l'usine. Même certains de nos leaders, ils montaient sur les tables de travail, puis faisaient des discours, puis tout ça. Le premier jour de travail de janvier, la compagnie a fermé les portes, a mis des cadenas. Au fond, la grève a commencé là, mais sauf pour quelques jours, on prétendait que c'est un lockout. Quelques semaines après, on a eu une intervention spéciale du conciliateur. Ça a réussi à produire une autre offre de la compagnie, mais c'était presque inchangé du premier. Surtout pas de Formule Rand. On a convoqué une assemblée pour cette nouvelle offre. En arrivant dans la salle, on a décidé, on a fait notre rapport, mais en même temps, on a dit, aujourd'hui, on innove. On demande aux journalistes ici présents de servir comme scrutateurs. Alors, ils sont venus des caméras braquées dans les boîtes vides, puis là, le gars qui ferme ça, puis cadenasse ça pour montrer que tout est correct. Après 7 semaines de grève, c'était un rejet aussi fort que le premier rejet. Et là, ben, le bateau était dans l'océan, puis il restait des bois à la main. Tout allait bien, on a réussi à faire même s'il ne se passait rien, on faisait rigidement des assemblées des membres. On invitait les membres d'amener leurs conjoints ou conjointes avec eux, et beaucoup les amenaient. Et on a, dans cette atmosphère-là, pendant quelque chose qui a duré aussi longtemps, on a fait des amis dans les familles, puis on a bâti cette solidarité, puis c'était vraiment une force. On avait des familles, même s'il y a beaucoup de familles où il y avait des divisions, des chicanes, les membres restaient très, très solides. Et puis, on n'avait pas eu le problème même si on avait des injonctions et tout ça pour la ligue de piquetage, on n'avait pas de scab du tout. Jusqu'à un beau matin, on se réveille, il n'y a pas de paie. Les gars étaient dans la salle pour recevoir leur paie, puis on apprend que non, on était coupé. Par le secrétaire trésorier du syndicat, M. Massé à Détroit. Denis McDermott, notre directeur canadien, à ce moment-là, malheureusement pour nous, était dans un voyage de solidarité internationale en Russie. Jean-Marie Gontier essayait de négocier, mais ça ne marchait pas. Quand on a 2000 personnes qui attendent leur chèque, puis on prend qu'il n'y a pas de chèque, puis on veut garder la solidarité, il fallait bouger vite. Alors je me suis rendu au bureau de l'FTQ. Louis Laberge et Fernand Daou m'ont dit, écoute, t'inquiète-toi pas, Bob, bon, on va essayer de faire quelque chose. Même s'il n'avait pas beaucoup de fonds dans la FTQ à ce moment-là, ils ont convaincu leur banque de prêter 100 000 $ pour qu'on paye les grévistes cette semaine-là. Et puis j'ai juste vu quelque temps après que ce 100 000 $ était accordé contre la garantie de la maison de Louis Laberge et la maison de Fernand Daou, qui ont
offert leur maison respective avec comme garantie pour le 100 000 piastres. Denis McDermott est retourné de Russie. Et puis, il venait juste d'avoir le statut de 7e vice-président du syndicat international au lieu de directeur canadien. Il est allé à Détroit, puis il a fait une crise, puis le président, puis un couple d'autres membres de l'exécutif ont décidé de contrecarrer la décision de Massey. Donc, les bénéfices de grève reprenaient, mais le dommage était fait. Là, c'est les premiers signes d'un certain nombre de travailleurs retournaient au travail. C'était pas une stampede, mais un certain nombre, sur 2400, je n'ai même pas de chiffre, mais un certain nombre retournaient au travail. C'est la première crevasse dans notre solidité. Parce que le syndicat n'était pas impliqué au départ. C'était plutôt une initiative personnelle de 2-3 personnes. Je ne sais pas combien de centaines de milliers de croix qu'on a vendues, mais on était rendu jusqu'à Colombie-Britannique au Canada, tous les gros syndicats en Ontario, tous les gros syndicats autour de Détroit, puis c'était rendu à Los Angeles. Et on les vendait 3 piastres. Et à l'approche de la fête nationale, ils ont développé les fleurs de lys faites, et même clous. On a eu un appui fantastique au Québec du mouvement syndical. Cette grève-là a touché le Québec d'un bout à l'autre. Je ne sais pas comment ni pourquoi, mais ça a touché le cœur des Québécois. Ils nous voyaient, j'imagine, les petits Québécois qui luttent à cette immense multinationale qui n'a jamais été domptée. Et puis, René Lévesque n'a pas nuit à ça. Même s'il nous appuyait, il ne le faisait pas de façon publique. Mais un soir, au Colisée de Longueuil, il a fait un discours, et ça criait. Il faut toujours essayer de se rentrer dans la tête, et il n'est pas mauvais qu'on se le fasse rappeler. C'est que la seule véritable force que vous ayez, c'est votre solidarité. Vous êtes sortis ensemble. Votre dignité demande que vous rentriez ensemble. Autrement. Le syndicat des enseignants de Champlain nous avait délégué, Guy Bisaillon était délégué à notre syndicat à temps plein, qu'il était plus tard était député. Pierre Marois, c'était presque dans son comté. Robert Burns, durant notre grève, a déposé, il était dans la petite opposition, mais il a fait un projet de loi privé pour la Formule 1 qui n'était pas adopté par le gouvernement libéral. Tu penses que je m'en aperçois pas quand tu me pousses vers la grève? Je sais bien que t'aimes pas nos syndicats. Tu voudrais bien qu'ils crèvent. Quand tu mets nos chefs en prison, le patron t'a reçu dans sa maison, t'es là comme en famille. Parce que ma femme l'a pas beau drap, parce que mon gars qui a le pas beau fille, tu penses que je m'en aperçois pas? L'été passait, puis il y avait un certain mouvement de SCAP. C'était à compter du mois de juin. À l'automne, on s'est entendu pour choisir un gars qui nous, on considérait, c'était un gars qui arbitrait des griefs et pour le CSN et pour le FTQ, nommé Dufresne, qui avait une bonne réputation. Alors, on a choisi ce gars-là pour une espèce de comité spécial pour essayer de dénouer le problème. Il a délibéré, puis il sort une recommandation où il donnait tout à la compagnie.
Alors là, le lendemain de ça, là, ça bardait devant l'usine un mouvement de masse au diable, les injonctions, coupe de voitures de police virées à l'envers, un était pris en feu. Et ça allait de pire en pire. C'est après ça qu'on a réussi à convaincre le gouvernement de nous accorder une commission parlementaire, mais ça aboutit à rien. Au moins, on avait la chance d'aller à Québec et expliquer notre point de vue au gouvernement. On a réussi des choses. On est le premier groupe privé qui a eu une convocation d'une commission parlementaire pour nous autres. Au début de la deuxième année, on a eu une intervention du... je pense qu'il était le sous-ministre du Travail. Une médiation spéciale. Ça n'a pas marché. Même si c'est un gars qui a fait son possible, ça n'a pas marché. À ce moment-là, on était rendu, on avait peut-être 700-800 qui encore faisaient la grève, donc on avait effrité tout l'hiver, mais on a maintenu la bataille. Même le député fédéral, qui était, je ne me rappelle pas son nom, mais il était concessionnaire d'auto de Ford sur la rive sud, lui recrutait des scabs à l'assurance chômage. Il poussait l'assurance chômage de fournir des scabs. Et la compagnie a fait toutes sortes de simagrées pour supposément sortir de la technologie ou les moteurs de l'usine, mais écoute, les vrais travailleurs étaient sur le piquetage. Les compagnies d'avions qui achetaient leurs moteurs n'achetaient pas. Ils savaient qu'écoute, tu n'achètes pas des moteurs d'avion d'une compagnie où le diable est aux vaches depuis des mois. Tu peux bien manquer des morceaux dans ton moteur. Puis, oui, oui, exactement. La compagnie m'avait dit avant la grève qu'il avait le meilleur groupe de travailleurs des métiers spécialisés dans l'Amérique du Nord. Et puis, ce qu'ils perdaient, au fond, j'ai pensé après, c'était une grève de la dignité. Ils avaient des magnifiques travailleurs, de qualité, compétents, motivés, et ils ont perdu beaucoup parce que quand ils étaient en grève, il y a quelques couples de centaines qui sont placés ailleurs avec des salaires, des conditions beaucoup supérieures à Pratt. Alors, il n'y avait aucune raison de revenir. Ces gens-là, à l'insu de tout le monde, c'était top secret, se sont équipés de casques, de protecteurs, de barres de fer, de chaînes, toutes sortes de choses. Ils ont dit aux gars, rendez-vous, telle place, telle heure, et puis on va vous dire qu'est-ce qu'on fait. Alors les leaders étaient là. Alors ils disent, ce soir, puis ils ont loué un camion. Et puis ils ont dit, ce soir, on défonce, puis on occupe l'usine. Ils ont dit, ceux qui sont pas confortables avec ça, vous êtes libres de partir immédiatement.
Et puis, effectivement, j'étais ici, dans ce même endroit, dimanche soir. Tout passait le dimanche, je ne sais pas pourquoi. Avec ma femme, j'étais en pyjama. On ouvre les nouvelles, puis le diable est au Bachelor du Sud. Alors, ma femme avait peur comme toute. Elle était un merveilleux appui tout le long, mais ce soir-là, elle avait peur de ne plus me voir. Alors, je suis parti là-bas. Et puis, justement, Jean-Marie Gontier parlait par radio. Il avait l'auto du fameux journaliste qui était dans l'usine, puis il l'utilisait pour communiquer avec les gars. Alors, j'ai pris le micro, puis j'ai parlé au gars là-dedans. J'ai dit, écoute, sortez, puis... mais les gars ont dit, non, pas bon, sors pas. Il faut que ça se règle, puis bon. Alors, à ce moment-là, on voyait les mouvements. Moi, je prétends que le vice-président de la compagnie qui était sur les lieux a dit à la police, go and get them or get them out of there. Moi, je voulais rentrer, mais je me suis ramassé, je fermé une ligne de policiers, puis planté une chose en dessous du menton, un bâton, et fait reculer. Puis là, ils sont rentrés, puis les gars se rendaient. Ils laissaient tomber tous leurs appareils. Ils n'avaient pas fait de dommages dans l'usine, ils n'étaient pas fous. Il y avait des scabs qui travaillaient ce soir-là, donc ils les ont fait un peur de leur vie, puis ils ont caché. Il y a même trouvé un caché dans un baril. Et... mais la police a rentré. Il y a peut-être une vingtaine de blessés graves. Les policiers sont entrés et les ont matraqués sauvagement. Il y en a sans connaissance à l'intérieur. Et maintenant, ce sont des gaz lacrymogènes ou je ne sais trop quoi. Alors, à l'intérieur, on les corde les uns sur les autres comme des veaux abattus à l'abattoir. Et actuellement, ce sont des hurlements, des plaintes de la part de ces individus qui ont été matraqués lâchement. Et actuellement, ils gisent sur le plancher, plusieurs le crâne fracassé, et ils sont entassés comme du bétail. Mais la police a rentré dedans, ils ont vargé là-dessus, ils étaient blessés, des coupures dans le dos, dans la tête, puis ils cherchaient surtout entre les choquettes, quand les gars ont comme toutes mis dans un tas. Choquette était au fond de pile, c'était le grand leader. C'était un gars avec une magnifique qualité de leadership. Et puis, ils ont sorti de l'usine, un par un, en le tenant debout, mettaient dans les paniers à salade. Ils les ont ramassés à Partenay, puis ils ont resté là quelques jours. Finalement, nos avocats les ont fait sortir, puis là, on a fait venir des médecins, tous les avocats sympathiques au mouvement syndical, dont Bernard Landry, entre autres, qui était à Joliette à l'époque. Des médecins pour faire examiner tous les gars, parce qu'on prenait des photos, puis on voulait avoir la preuve. On ne savait pas trop qu'est-ce qu'on ferait avec ça, mais... on les a fait examiner, puis pris des photos de leurs blessures, puis tout ça. Puis il y en avait qui étaient amochés. Alors, vraiment, c'était l'événement ultime de la grève. Le premier pas dans le... Parce que ça, c'était en mai, si je me rappelle bien, puis en août, on a signé le contrat. C'est ça qui a provoqué le comité des citoyens éminents pour essayer d'entendre les problèmes. Alors, Claude Ryan, qui était rédacteur du Devoir à l'époque, Monseigneur Lafortune, un ancien aumônier de la CSN, mais qui était rendu à l'archevêché comme vicaire général ou quelque chose, lui est embarqué là-dedans. Il y avait un gars de l'UPA, de la Rive-Sud. Il y avait 6 ou 7, mais je ne me rappelle pas les autres. Et là, ils ont pris ça, puis ils ont délibéré, puis ils ont sorti une formule qui, comme était le début de la fin de la grève.
avec du monde comme ça, je pense que ça avait son poids. D'abord, ils ont assuré les droits de retraite accumulés de tous les gens, parce qu'il y avait bon nombre qui avaient beaucoup d'années de service. Et ils ont ordonné le retour au travail graduel de tous les grévistes. Alors, je pense que la compagnie, ils ont essayé de garder les scabs, et un certain nombre ont resté après, mais le travail a repris, puis on avait besoin du monde, donc ils les ont gardés. Mais j'imagine la division dans cette usine-là, dans les mois qui suivaient, quand tous les grévistes étaient de retour. Puis beaucoup d'amertume, puis apparemment ça continue un peu jusqu'à aujourd'hui, sauf que sur les deux côtés, la plupart ont pris de retraite. Aujourd'hui, c'est un ancien. Et là, 34, dont nos Charlie, étaient congédiés par la compagnie. Alors, on ajoutait à ça notre liste de revendications. Puis, au fond, probablement, c'était la seule demande qu'on a vraiment tenue jusqu'à la fin. On est allé en dernière instance à Robert Bourassa lui-même. Il a dit, OK, je vais les rappeler encore. Puis c'était le seul point qui restait sur la tâche. Est-ce qu'il mentait ou est-ce qu'il ne mentait pas? On n'a pas la façon de savoir. Le dernier mot de la compagnie aux États-Unis était que c'est non. Il n'y a pas d'espace. La compagnie bouge, puis on n'avait pas la formule RAND. Puis on avait au fond pas beaucoup plus qu'on avait le premier offre de la compagnie, il y a 20 mois avant. On a eu un arbitrage, mais je savais que la clause ne marchait pas. Je l'avais dit à Bourassa. C'est un miracle si on gagne ça. Là, on a fait une assemblée des membres, puis on a expliqué. On a rencontré les 34 avant. Et là, pour montrer l'esprit syndical de ces 34 gars-là. Écoute, on avait des larmes aux yeux quand on dit, écoute, on ne peut pas vous entrer. On a tout fait. Puis on dit, on demande votre conseil. Alors, le leader, puis une couple d'autres, a dit, Bob, si on continue, il n'y aura plus de syndicats. Si nous, on sacrifie notre job, on est prêt à aller devant l'Assemblée des membres et recommander aux membres d'accepter le contrat. Parce qu'on veut sauver le syndicat. Alors ça, je n'ai jamais vu un geste syndical comme dans ma vie, comme ça. C'était un moment, un grand moment de grande conviction de leur part. Ils ont dit, écoute, on accepte, puis c'était unanime. Ils ont discuté un peu entre eux, unanime. Ils ont dit, écoute, on ne veut pas être un obstacle à la signature, puis on va aller à l'Assemblée des membres, puis on va dire aux membres d'accepter la recommandation de régler la grève. Puis ils l'ont fait. Puis il y a tout le monde dans la salle qui pleurait, puis rageait, puis ils avaient beau à dire, écoute, on est rendu là. Faut faire confiance à l'avenir, oublier un peu le passé. Alors, on a signé le contrat. C'est drôle, le jour qu'on a signé, il y avait des journalistes, imagine. Monsieur Dean, qu'est-ce que vous pouvez dire comme victoire? Comme victoire? Puis je ne sais pas ce qui m'a inspiré, mais en tout cas, j'ai dit, écoute, aujourd'hui, c'est une victoire juste de signer le contrat, parce qu'on était contre une compagnie la plus dure. Prochaine victoire, c'est à la fin du contrat, quand on voit si le syndicat va passer à travers, puis rester en place, ou si ça va être débarqué. Et la troisième victoire, la vraie, va être le jour où on signe un contrat digne du secteur aérospatial au Canada. Parce qu'on est le pire, puis on mérite d'être les meilleurs.
À la fin du contrat, il y a une couple d'antisyndicaux. Ils ont monté une requête dans des accréditations, puis ils ont déclenché un vote. Là, on s'est organisé, on a fait de la publicité. On avait du monde quasiment à l'hôpital, puis s'il était bougeable, on les sortait pour voter, parce qu'on ne pouvait pas les faire voter à l'hôpital. On a gagné 52,48 %. C'était tout juste, tout juste. Mais c'était ça. Puis de cette date-là, en 75 jusqu'à 90, c'est 75, 85, 15 ans. Entre-temps, on a négocié tous les 3 ans, convention, sans grève, toujours meilleur. Mais en 90, on a amené tous nos experts de Toronto, puis de Détroit, les économistes, tout ce qu'il y a. Et puis, on est sorti avec le modèle de convention moderne. Puis moi, j'étais plus là. Je dis on. Ça exclut la personne qui parle. Alors. Mais ils ont réussi à cette 5e négociation, après avoir sauvé le syndicat. Ils ont eu le meilleur contrat. Puis il n'y avait pas de grève, même pas de vote de grève, même pas de menace de grève. La formule RAND, le refus aux travailleurs en grève légale, leur droit de retourner au travail, l'utilisation à outrance de briseurs de grève, de SCAB, ça sensibilisait la population et préparait la population pour les lois que le gouvernement du Parti québécois a adoptées en 1977. C'était pas facile, la grève de United, mais ça a amené quelque chose de très positif au Québec, tant dans les lois que dans les pratiques de cette grosse entreprise. On a changé l'entreprise complètement. Évidemment, c'est une entreprise mondialisée. Quand le PQ était élu, puis on était partout pour les aider à se faire élire. Ils ont mis la formule RAND dans la loi. Fini les chicanes, c'est obligatoire. Même c'est obligatoire avant de signer un contrat, sauf qu'il n'y a pas de syndicat qui force les patrons. On attend que le contrat est signé. Mais quand même, c'est dans la loi. On a obtenu la loi anti-briseur de grève. Depuis ce temps-là, les grèves sont moins nombreux au Québec. Ils sont moins longs, puis il n'y a pas de violence. Parce que la violence était toujours sur les lignes de piquetage. Tu ne peux pas blâmer les travailleurs qui promènent avec leur pancarte, puis voient du monde passer tous les 2 fois par jour pour voler leur job. Ceux qui acceptent encore que dans la société québécoise, des SCAB peuvent être admis dans les usines, que ce soit des SCAB de l'intérieur, des SCAB ingénieurs, des SCAB employés de bureau ou d'autres sortes de SCAB, c'est encore des maudits voleurs d'emploi. Et puis nous n'avons pas l'accepter. On ne peut pas imaginer que ça peut durer longtemps. Ben, alors, tu avais tout ça. Les avocats ont perdu un paquet de travail parce que les injonctions. Et puis, et même Ghislain Dufour, l'ancien, qui était président du conseil du patronat dans le temps, je l'ai croisé aux funérailles, lui et Laberge. Je lui ai dit, Bob, il dit, on n'aurait jamais même songé de contester ça, parce que si, théoriquement, on contestait la constitutionnalité de quelque chose, mais les patronats n'ont jamais osé de contester ça, parce qu'ils trouvaient que c'est un élément positif. Et malgré que ça les limite, aujourd'hui, si tu fais appel à des SCAB, il y a la loi, il y a un commissaire qui va, il constate les faits, il a le pouvoir d'ordonnance, le pouvoir comme injonction. En plus, les avocats même pensaient qu'après une grève, les grévistes auraient le droit de retourner au travail au détriment s'il y avait des SCAB. Et puis, dans notre grève, les avocats ont découvert que la loi ne disait pas ça comme ça.
Alors, PQ a ajouté ça. Le texte dit « droit de retour du gréviste. Priorité sur toute personne pour couvrir le monde entier a le droit de reprendre son emploi. Et puis, s'ils ne le prennent pas, automatiquement, il y a un arbitrage. » Alors, on avait ça. Et René Lévesque a ajouté quelque chose de son cru. Il a ajouté le fait que pour une première convention collective, si tu t'entends pas, tu peux demander, une partie ou l'autre peut demander l'arbitrage. Là, tu mets à la place de nouveaux patrons, surtout dans les plus petites entreprises. Tu as un syndicat, il ne sait pas quoi faire avec ça, il embauche un avocat, puis des fois, les avocats, les plumes, tu les vois, tu dis, s'ils nous donnaient tout ce qu'on demande, ils nous donneraient moins d'argent qu'ils donnent à leur avocat pour trouver des raisons de ne pas accepter nos clauses. Et ça aussi, c'était une grande aide, surtout les petits groupes qui se syndiquent et qui ont de la misère. Au lieu de faire une grève, au lieu de... Ben, la loi oblige, si le syndicat ou le patron demande l'arbitrage, c'est obligatoire. Et puis on règle, normalement, kiff-kiff. Et puis au moins le syndicat a 3 ans devant lui pour se mettre les pieds plus à terre, puis s'habituer, puis le patron s'habitue à ça. Alors ça, c'est une autre chose, puis ça, c'est René Lévesque qui nous a annoncé ça, un sommet économique, qui mettait ça dans la loi. J'ai pas presque tombé sur le dos. Alors, je pense que jamais il y a une grève au Québec qui a eu tellement d'impact, et d'impact pas juste sur les syndiqués en cause, et pour tous les syndicats passés, présents, futurs. Et la loi est là pour tout citoyen qui veut en profiter. Si quelqu'un, quelque part, veut faire un syndicat, il y a tout ça dans la loi pour l'aider qu'il n'avait pas avant. Et ça, c'est un exemple où le mouvement syndical, on a fait un grand coup pour les travailleurs syndiqués, mais pour tous les travailleurs, quels qu'ils soient.